Madame Tahan, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, en tout cas devant une vidéo comme ça. Et que de changements au Proche-Orient depuis qu'on s'est vu. Il y a d'abord l'émir du Qatar qui a été obligé d'abdiquer avec son premier ministre qui était quelqu'un d'apparemment très important aussi dans le rouage de ce pays. Ensuite, on a vu le président Morsi éjecté par l'armée, par le peuple égyptien. En Turquie, Erdogan est aussi très déstabilisé. Et puis, des changements aussi importants en Iran ces derniers temps. Alors, où va le Proche-Orient actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vague de changements? Bonjour Christine, d'abord, merci d'être venue. D'abord, c'est vrai qu'on est en train de passer une période très trouble au Proche-Orient. Vous savez, en géostratégie, dès qu'il y a un petit déséquilibre, au départ, il faut s'attendre à des vagues successives pour qu'à nouveau on retrouve un équilibre. Il me semble qu'on est bien loin de retrouver l'équilibre. Alors, ça dépend. On peut commencer, si vous voulez, par le Qatar. Par exemple, ça me paraît. Le Qatar, voyez-vous, c'est un petit pays qui a été créé par les Britanniques. Et c'était un peu contre l'Arabie Saoudite d'une part, parce que l'Arabie Saoudite a toujours voulu intégrer cette presqu'île dans son grand royaume. Mais ce n'était pas la volonté des Britanniques, c'est le jeu de diviser pour régner. En même temps, vous savez que le Qatar était un peu un petit émirat vassal de la petite île royaume du Bahreïn. Et on a vu n'est-ce pas, au niveau international, le différend qui opposait le Qatar au Bahreïn, finalement, les instances internationales étaient favorables plutôt au Qatar. Et ce Qatar a eu le vent en poupe, et puis voilà, on en est. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été anoblis par la Grande-Bretagne et qui ont un peu de mégalomanie. Que nous, oui, le petit pays, ça a marché pour Al Jazeera au départ. Ils ont créé cette chaîne qui a vraiment joué un grand rôle dans les bouleversements. Et puis maintenant, bon, la chaîne connaît des déboires. Mais alors, ils ont cru que tout leur était permis, que puisque ça a marché, pourquoi pas. Et là, ils ont profité de ce qui se passait dans cette région avec le printemps arabe pour avoir la même mise sur la Ligue arabe. À tel point, par exemple, que contre toutes les lois et les pratiques, à un moment donné, ils ont fait que l'opposition syrienne remplace la délégation officielle de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Alors, suite à cet échec relatif de la politique qatari, c'est-à-dire que finalement, le Qatar a fait échouer les missions internationales en Syrie, mais n'arrivait pas à s'imposer au sein de la Ligue arabe, malgré les dons généreux, les générosités du prince et tout. C'est-à-dire les peuples arabes ne sont pas dupes. Et c'est une période transitoire un peu noire. Je crois que les Arabes auront honte de cette période-là où le Qatar était à la tête de la Ligue arabe et faisait la pluie et le beau temps. Alors, moi je crois que le changement qui est advenu, le fait que le prince ait abdiqué, c'était un peu lié à cet échec relatif d'une part. Notamment en Syrie. Oui, cet échec en Syrie. Donc l'homme fort, c'était le cousin du prince, le Cheikh Hamad, et il a été déboulonné. Qui jouait le rôle du Premier ministre. Et là, justement, le premier changement spectaculaire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 3 jours après, Morsi est tombé. Oui. Donc les frères musulmans... alors, face à cette politique qui soutient les frères musulmans, vous avez l'autre aile réactionnaire de l'islam, les wahhabites, que soutient l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est l'Arabie saoudite qui est en train de bénéficier de ce départ du Qatar de la scène internationale? Oui, ce sont les Saoudites qui ont retiré les marrons du feu, quoi. Que finalement, c'est quoi ce petit pays?
L'Arabie saoudite est beaucoup plus grande, plus influente, déjà ne serait-ce qu'au niveau démographique, même au niveau des richesses du territoire. Et puis le wahhabisme est plus ancien que les frères musulmans, vous voyez. Et surtout, donc, mais on a omis une troisième composante qui est importante, c'est l'adinisme de Ben Laden et le post-Ben Laden qu'il faut ajouter à ces deux composantes essentielles de l'islam ultra-orthodoxe qui perturbent non seulement le monde arabe, mais le monde entier. En Afrique subsaharienne, c'est clair qu'il y a une lutte entre ces trois composantes. Même sur le territoire français, ces trois composantes existent et il y a des cellules dormantes et ça travaille. Hein. Donc ce que vous êtes en train de dire, grosso modo, c'est qu'on voit effectivement un retrait du Qatar, qui avait été la pompe à finances de tous les printemps arabes, Morsi, Hanouchi en Tunisie et ailleurs, mais que ça n'implique pas qu'on est sorti vraiment de l'ornière de ce groupement islamiste radicaux. Je ne pense pas, parce que vous voyez ce qui unifie ces mouvements, ce sont trois idées qu'on retrouve avec des variantes. D'abord, c'est la guerre sainte, le djihad. Les trois tendances prêchent le djihad. Vous voyez, ça c'est clair. Le deuxième point, mais là encore c'est absurde, djihad contre qui? Par exemple, prenez le cas de la Syrie. La Syrie est majoritairement musulmane. Bon, c'est vrai qu'il y a des chiites, mais c'est des musulmans. Il y a des chrétiens, l'islam tolère le christianisme et le judaïsme, il faut le rappeler. Donc c'est un peu une utilisation du concept de la guerre sainte, mais qui est extrapolée d'une manière fausse. L'islam n'appelle pas à faire la guerre sainte contre tout le monde. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, il y a cette notion de djihad. Le deuxième point, c'est la hijra. Il faut immigrer pour faire la djihad, hein, ou immigrer pour faire la propagande de l'islam. Il y a du prosélytisme. Là aussi, l'islam orthodoxe n'a pas, si vous voulez, comme priorité hein, ce prosélytisme, du moins tel qu'il est pratiqué par les wahhabites, les ben ladinistes ou les frères musulmans. Vous voyez. Et alors la troisième idée, et qui est aussi dangereuse, c'est le takfirisme. C'est-à-dire le fait de, si vous ne pensez pas comme moi, hein, vous n'êtes pas musulman, et j'ai le droit de vous faire la guerre sainte et de vous massacrer. Je vous déclare renégat, je vous frappe d'anathème, et c'est énorme ça. Alors bon, on peut continuer la liste conceptuelle de ce qui fait bouger ces gens-là. Alors vous comprenez le danger que l'Occident se mette du côté de gens qui ont cette pensée-là. C'est-à-dire, permettez-moi un mot tout simple, l'Arabie saoudite est soutenue par les États-Unis. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Occident va, pour des raisons stratégiques, financières, militaires, soutenir un système qui porte en soi la destruction de l'Occident. Hein? Revenons peut-être, Bassam Tahan, à la situation en Égypte. C'est puisque là, clairement, c'est Morsi qui a été chassé par le peuple, par l'armée. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Alors, je voudrais reprendre, si vous permettez, le problème à la base. Ce Morsi est un frère musulman qui était incarcéré pendant la révolution égyptienne. 4 jours, les premiers 4 jours, il était en prison. Au 4e jour, dans la prison de Natroun, il y a une sorte de révolte et il s'est évadé. Bon, alors évidemment, pour les révolutionnaires, frères musulmans entre guillemets, on va dire qu'il s'est évadé, c'est bien, c'était un prisonnier d'opinion, c'est un révolutionnaire. Mais les autres Égyptiens du 6 avril, du mouvement du 6 avril où les militaires n'entendent pas ça de la même manière. S'il a été emprisonné, c'est qu'il avait quand même commis des actes. Donc, moi, à mon sens, l'erreur, si vous voulez, on aurait pu poursuivre Morsi bien avant qu'il ne soit élu président. Rien que... Mais là, il y a eu un moment de flottement et on l'a considéré comme... Enfin,
les islamistes l'ont considéré comme héros parce qu'il a échappé de la prison. Vous voyez? Alors là, je crois qu'il y a, si vous voulez parler de légitimité, poser le problème de légitimité, est-ce que quelqu'un qui est évadé de prison, qui n'a pas eu de jugement, a le droit de devenir président? Ça, c'est un premier point, hein. Ça, il faut le dire. Hein. On ne peut pas... donc, maintenant, Morsi s'est inspiré du modèle turc d'Erdogan pour un peu dominer les militaires. Il sait que l'appareil militaire égyptien est très puissant et que par conséquent, peut-être, il faudrait, comme à la Erdogan, si je puis dire, trouver une raison pour les mettre en prison, justement, pour les évincer du pouvoir. Et ça, je crois que les militaires l'ont compris. Et ben, ils ont été les premiers à réagir. Ils lui ont coupé l'herbe sous le pied. Ils voyaient, alors surtout, il paraît qu'ils ont intercepté des coups de fil que Morsi aurait eu avec des groupes radicaux et que ça mettait en danger la sécurité nationale de l'Égypte. C'était du moins la raison capitale qui a été évoquée par le général Sissi lors de son premier communiqué au peuple égyptien, qu'il y va de la sécurité nationale de l'Égypte. Alors évidemment, Morsi a mal gouverné pendant cette première année. Oui. Et lui, et même pour le peuple égyptien, ce qui est grave, il a joué le jeu d'Israël. Oui, oui, oui. Pour ce qui est du gaz, pour ce qui est de Camp David, pour ce qui est de toutes les relations avec Israël. Et ça, si vous voulez... Bon. Et il voulait même privatiser la société qui gère le canal de Suez. C'est ce qui veut dire il y a eu des idées revenir sur un des grands acquis de la révolution de Nasser. Oui, mais vous voyez, parce que dans l'islam, chez les frères musulmans, il y a aussi l'idée que l'islam ne peut jamais être socialiste. Se référant à un verset du Coran, l'argent et la progéniture sont la parure de ce monde. Donc, la façon d'interpréter, hein, je ne vais pas le citer en arabe, mais en gros c'est ça, c'est que l'islam ne peut jamais être proche du communisme ou du socialisme, c'est libéral, vous voyez, mais c'est le libéralisme poussé à l'extrême, même voilà, au-delà de Thatcher. Qui, selon eux, peut être rectifié par une façon de gérer les banques islamistes, mais ça c'est un autre sujet. Oui, vous voyez. Donc voilà le danger de Morsi, c'est qu'il n'a pas su aussi composer, avec l'opposition, son opposition, il n'a pas été le président de tous les Égyptiens, en d'autres termes, même s'il a gagné les élections. Vous voyez. Pourquoi? Mais dans son... écoutez, l'exemple le plus frappant, il a été trouvé, le monsieur qui était responsable des massacres des islamistes à Hatshepsut, ce temple pharaonique, pour le nommer maire de Luxor. A-t-on idée? C'est grotesque. C'est plus que grotesque, c'est à la limite criminel. C'est-à-dire bénir les actions terroristes. Vous voyez, voilà. Et avec ça, vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, cette histoire d'Égypte a dévoilé le faux Erdogan modéré. En quoi? Parce que ça a dévoilé Erdogan dans la mesure où Erdogan soutient toujours Morsi, ça veut dire que son islam est bien loin d'être modéré. Oui, vous voyez, qui donne son approbation à une politique aussi islamiste radicale de Morsi, où d'ailleurs dans son gouvernement il y avait des frères musulmans. Donc c'est une moitié de l'Égypte qui sévissait, qui voulait dominer l'autre moitié et qui évidemment manquait d'expérience aussi.
Je voudrais quand même, avant de passer à la Turquie, penser que c'est le fait que 17 millions d'Égyptiens se soulèvent contre ce régime de Morsi, ça a été quand même un facteur important et je crois voir en ça, je me trompe peut-être, encore des restes de l'Égypte du Nasser et d'un certain courant patriotique qui est fort en Égypte et qui veut poursuivre une vraie révolution. Oui, il paraît qu'ils auraient été plus de 17 millions. Au niveau des signatures, je crois qu'ils étaient autour de 22 millions de signatures, ce qui est énorme. Et puis c'est justement grâce à l'Internet que tout ça a pu être possible. C'est vrai qu'il y a un retour au panarabisme. Vous savez, dans notre grille d'interprétation des faits en géostratégie du monde arabe, il faut toujours penser à cette dichotomie. Panarabisme d'un côté, islamisme de l'autre. L'équation difficile qu'a réussi Nasser, c'est que tout arabe, même quand il n'est pas musulman, voit d'un bon œil l'islam modéré et pour lui, l'islam devient de l'arabisme. Et il en est de même pour le musulman. Le musulman quitte les positions radicales, extrémistes, pour devenir modéré et épouser les thèses panarabes. Quand panarabisme et islam se rapprochent, plus ils se rapprochent, plus la nation devient forte. C'est l'équation difficile qu'avait réussi Nasser. Or, aujourd'hui, il faut s'attendre à, au contraire, une contre-révolution contre l'islamisme avec un soulèvement des peuples, d'éléments de panarabisme, et ça du Golfe à l'océan. Parce que le terme du Golfe à l'océan est aussi panarabe. C'est une expression qui a connu une grande fortune à l'époque de Nasser. Dans ses discours, il disait le monde arabe du Golfe à l'océan, du Golfe à l'océan. Et c'est vrai, vous allez au Maroc, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans cet islam, si vous voulez, fanatique, pas du tout. Et ils se sentent très bien. Alors, évidemment, cet arabisme a des problèmes, dans la mesure où parfois il a mal su intégrer ces minorités ethnico-religieuses, les Kurdes, les Kabyles, les Amazirs, vous voyez, les Arméniens, les Coptes, il y a des problèmes, les chiites, vous voyez. Et c'est là où on revient à la case départ, ce monde arabo-musulman, il faut qu'il puisse s'entendre avec toutes ses composantes, avec cette mosaïque d'ethnie, de confessions, de systèmes philosophiques, économiques. Et c'est là où on reconnaît le premier coupable. Ce sont les pays du Golfe qui finalement sont les vrais ennemis de cette nation musulmane et arabe. Je n'ai pas peur de le dire, à moins qu'ils connaissent une évolution. Et c'est ça aussi l'hypocrisie de l'Occident. On soutient des pays qui ne sont pas progressistes dans le sens noble du terme, de Voltaire, de Rousseau, de toute la Révolution française. La notion de progrès, ils ne l'ont pas.